Chapitre 1, la vie parfaite. Ryan Chandler se tenait dans son atelier, calibrant soigneusement les derniers composants de sa dernière création. Le prototype de gilet pare-balles brillait sous les néons. Son tissage polymère révolutionnaire représentait 3 années d'innovation incessante. À 42 ans, Ryan avait fait de Sterling Defense Technologies, de rien, un sous-traitant de la défense multimillionnaire, spécialisé dans les équipements de protection nouvelle génération pour l'armée et les forces de l'ordre. Ses mains calleuses, marquées par ses propres années dans les forces spéciales en Afghanistan, se déplaçaient avec une précision d'expert. Chaque pièce d'équipement quittait son atelier devait être parfaite. Des vies en dépendaient. Le même perfectionnisme qui avait fait de lui un agent légendaire de la Delta Force animait désormais son empire commercial. Travaillant toujours tard, ma chérie, la voix de Stacy Chandler s'échappait de l'entrée de l'atelier. À 35 ans, elle restait magnifique. Ses cheveux auburn tombaient en cascade sur ses épaules, ses yeux émeraudes qui l'avaient captivé pour la première fois 8 ans plus tôt, lors d'un gala de charité militaire. Elle portait l'élégante robe noire qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire le mois dernier. « Je finis juste le prototype Mark 7, répondit Ryan sans lever les yeux de son travail. Le département de la défense veut la démonstration complète la semaine prochaine. Stacy s'approcha, ses talons claquant sur le sol en béton. Vous savez, la plupart des maris s'inquiéteraient de voir leur femme sortir seule un vendredi soir. Quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Ryan. Il étudia son visage dans le reflet de la surface polie du blindage. Où vas-tu? Juste dîner avec les filles. Carrie et Joe du country club. Elle l'embrassa sur la joue, son parfum, différent de d'habitude, flottant dans l'air. Ne m'attends pas. Ryan la regarda partir, un malaise familier s'installant dans ses entrailles. Le même instinct qu'il avait maintenu en vie pendant 12 déploiements au combat lui murmurait des avertissements qu'il ne voulait pas entendre. Son téléphone vibra. Un SMS de Vincent Davis, son ancien coéquipier et actuel chef de la sécurité. Besoin de parler. Quelque chose que tu dois savoir sur Stacy. Le sang de Ryan se glaça. Vincent était son meilleur ami depuis l'époque où ils étaient dans le bac à sable, l'homme qu'il avait sorti d'un camion-citerne en feu près de Kandahar. Si Vincent s'adressait à lui au sujet de Stacy, cela signifiait l'impensable. 30 minutes plus tard, Vincent était assis en face de Ryan dans la salle de conférence vide de Sterling Defense Technologies. À 45 ans, Vincent se tenait toujours comme le guerrier qu'il avait été. De larges épaules, des yeux gris acier et cette intensité discrète qui obligeait les hommes à l'écouter lorsqu'il parlait. Depuis combien de temps? La voix de Ryan était d'un calme mortel. 6 mois, peut-être plus. Vincent avait la mâchoire serrée. J'ai surveillé nos protocoles de sécurité, à la recherche d'espionnage industriel. Votre femme rend régulièrement visite à un appartement du centre-ville. Elle n'est pas seule. Les mains de Ryan restent fermes, mais son regard était devenu glacial. Qui? Denny Casey. Il est propriétaire de Casey Construction, l'entreprise qui nous a fait soumissionner pour le contrat des nouvelles installations du service de police. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté brutale. Casey Construction avait en quelque sorte anticipé chaque action de Sterling Defense lors de l'appel d'offres. Stacy avait accès au dossier de Ryan, à ses stratégies, à ses modèles de tarification. Elle avait fourni des informations à leurs concurrents tout en dormant dans son lit. Il y a plus, continua Vincent. Casey a des problèmes financiers, de gros problèmes. On dit qu'il risque la faillite s'il ne décroche pas un gros contrat rapidement. Ta femme ne fait pas que tricher, Ryan. Elle nous trahit. Ryan se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur l'usine où ses employés, des gens bien avec des familles, travaillaient à la concrétisation de sa vision. Que sais-tu d'autre de Casey? Ancien marine, renvoyé pour cause d'indignation pour avoir vendu des armes à des milices locales en Irak. Il a des relations avec des gens très désagréables, du genre à ne pas avoir peur de se salir les mains. Et ma femme le sait. Vincent hocha la tête d'un air sombre. Les images de sécurité les montrent ensemble à plusieurs reprises. Elle sait exactement à qui elle a affaire. Le reflet de Ryan dans la fenêtre montrait un homme dont le monde venait de s'écrouler, mais dont la détermination s'était cristallisée en quelque chose de plus dur que l'acier. À l'époque où il était dans les forces spéciales, il avait appris que la trahison était l'ennemi le plus mortel, car elle venait de ceux en qui on avait le plus confiance. « Que allez-vous faire » demanda Vincent. Ryan se tourna vers son plus vieil ami. « Ce que je fais toujours quand. » Le lundi suivant,
Ryan commença son enquête avec la méthode froide qui avait fait de lui l'un des agents les plus efficaces de l'armée. Il installa un système de surveillance discret dans toute sa maison, accéda au relevé téléphonique de Stacy grâce au service de contre-espionnage de son entreprise et commença à cartographier l'étendue du complot ourdi contre lui. Ce qu'il découvrit était pire qu'un simple adultère. Stacy photographiait systématiquement des documents confidentiels, copiait des disques durs et enregistrait ses conversations téléphoniques privées. Elle avait même utilisé son accès à son bureau pour voler des prototypes et des spécifications techniques. La femme qu'il avait aimée, protégée et nourrie menait une opération d'espionnage professionnel contre lui. Mais la découverte la plus dévastatrice survint lorsqu'il accéda au système de sécurité de l'immeuble. Les images montraient non seulement Stacy et Denny Casey, mais aussi Anna Clark, la fille de 19 ans de Stacy, issue de son précédent mariage, la fille que Ryan avait élevée comme sa propre fille depuis ses 11 ans. Anna n'était pas seulement consciente de la trahison de sa mère. Elle y participait activement. Les images la montraient portant des documents, photographiant l'atelier de Ryan et rencontrant les associés de Casey. L'enfant qu'il avait aimé, à qui il avait appris à conduire, qui avait marché jusqu'à l'hôtel lors de sa remise de diplôme, faisait partie du complot visant à le détruire. Ryan était assis dans son bureau ce soir-là, les yeux rivés sur les preuves éparpillées sur son bureau. Stacy était à une autre soirée entre filles, en réalité à l'appartement de Casey, d'après le traceur GPS que Ryan avait discrètement placé dans sa voiture. Anna était censée étudier à la bibliothèque, mais se trouvait en réalité dans un café avec l'un des hommes de Casey, recevant probablement de nouvelles. Instruction. Son téléphone sonna. Le nom de Vincent apparut à l'écran. « Parle-moi », répondit Ryan. Casey passe à l'action. Il vient de soumettre une offre révisée pour le contrat de police, qui nous coûte exactement 12% de moins. La même marge que vous avez calculée garantirait la victoire tout en maintenant la rentabilité. Ryan resserra son emprise au téléphone. Il a nos chiffres définitifs. Ça empire. J'ai surveillé les communications de Casey. Il prépare quelque chose pour vendredi soir, quelque chose appelé « nettoyage du projet ». À en juger par leur façon d'en parler, on dirait qu'ils veulent te mettre définitivement hors jeu. Ils veulent ma mort. C'est mon interprétation. Ryan, ce ne sont pas seulement des tricheurs qui cherchent à te faire divorcer. Casey est connecté à des acteurs sérieux, des mercenaires, des trafiquants d'armes, le genre de personnes qui résolvent les problèmes avec des balles. Ryan se leva et se dirigea vers son coffre-fort, récupérant le SIG Sauer P226 qu'il avait transporté pendant 2 missions. Et les forces de l'ordre local? Casey y a aussi des relations. L'inspecteur Cameron Mercer lui doit des services depuis que Casey a aidé à dissimuler des transactions immobilières douteuses. Même si tu allais voir la police, leur confierais-tu ta vie? Ryan vérifia la mémoire musculaire des armes, fruit de 1000 séances d'entraînement, qui guidaient ses mouvements. Non, je ne le ferai pas. Alors, quel est le problème? Ils croient traquer un homme d'affaires, dit Ryan d'une voix calme. Ils oubliaient qu'ils avaient affaire à un soldat. Jeudi soir, Ryan était assis en face de Stacy à leur table de salle à manger, la regardant jouer le rôle d'une épouse aimante avec une précision digne d'un Oscar. Elle s'enquit de sa journée, parla de ses projets de week-end et se plaignit des frais de scolarité d'Anna, tout en planifiant son meurtre. Au fait, dit Stacy en coupant son saumon avec une délicate précision, je risque de rentrer tard demain. Les filles veulent essayer ce nouveau bar à vin en ville. Lesquels? Demanda Ryan d'un ton désinvolte. Oh, vous savez, Carrie, Joe, peut-être Mélanie, juste le groupe habituel. Chaque mot était un mensonge, prononcé avec le même sourire qui lui avait autrefois fait croire à l'éternité. Ryan hocha la tête et retourna à son repas tandis que son esprit calculait les angles, les voies de fuite et les méthodes précises qu'il utiliserait pour démanteler tout ce qu'ils avaient construit contre lui. En fait, dit Ryan en posant sa fourchette, j'ai pensé à prendre un peu de repos. On pourrait peut-être partir quelque part, juste tous les deux. Reprendre contact. Les yeux de Stacy brillèrent d'une lueur qui la laissait paniquer avant qu'elle ne se calme. Ça a l'air merveilleux, mais peut-être après les vacances. On est tellement occupé en ce moment. Bien sûr, pas d'urgence. Cette nuit-là, Ryan était allongé dans son lit à côté de sa femme, l'écoutant respirer, sachant que dans 24 heures, l'un d'eux serait probablement mort. La femme dont le corps avait autrefois été son sanctuaire était désormais son ennemi le plus dangereux. Son téléphone vibra, un message de Vincent lui parvint. Tous les systèmes étaient prêts. Tu es sûr de ça, répondit Ryan.
Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Chapitre 3. L'embuscade. Vendredi soir arriva avec la précision d'un calendrier d'exécution. Ryan fit semblant de travailler tard au bureau, s'assurant que plusieurs employés le voient. Stacy quitta la maison à 20h30, vêtue de vêtements noirs plus tactiques qu'élégants. Anna avait disparu quelques heures plus tôt, prétextant elle passait la nuit chez une amie. À 21h47, Ryan reçut le SMS qui l'attendait. Rentre tout de suite. Urgence avec Anna. Elle est blessée, Stacy. Le côté amateur du piège était presque une insulte à l'intelligence de Ryan. Quiconque avait passé 5 minutes à se renseigner sur ses antécédents avec un agent de la Delta Force ne tomberait pas dans un piège aussi évident. Mais c'était peut-être là le but. Il voulait qu'il sache que c'était un piège. Il voulait qu'il ait peur. Ryan enfila le prototype de gilet pare-balles Mark 7. Son tissage polymère avancé était conçu pour arrêter les balles de fusil à courte portée. Par-dessus, il portait un pull ample qui dissimulait le volume du gilet. Il rangea son SIG sourd et attrapa le sac d'urgence qu'il avait préparé, de l'argent, des munitions, des papiers d'identité et tout ce dont il aurait besoin pour disparaître si nécessaire. Mais Ryan Chandler n'avait aucune intention de fuir. Il roula vers sa maison à travers les rues sombres de la banlieue de Denver. Tous ses sens en alerte pour se préparer au combat. À 3 pâtés de maison de chez lui, il aperçut la première équipe de surveillance, composée de 2 hommes. Une berline, mal dissimulée derrière un poteau électrique. Il compta au moins 4 autres véhicules positionnés autour de son quartier, formant un périmètre flou. Ryan se gara dans son allée et marcha calmement jusqu'à sa porte d'entrée, verrouillant la serrure tout en calculant la position de ses ennemis. Par la fenêtre, il aperçut des ombres se déplacer à l'intérieur de sa maison. Au moins 3 hommes, peut-être plus. Il ouvrit la porte et entra. « Stacy » cria-t-il, jouant son rôle. « Anna, qu'est-ce qui ne va pas ?» L'attaque provenait de plusieurs directions simultanément. L'instinct de combat de Ryan se réveilla tandis que des éclairs jaillissaient du salon et de la cuisine. Il plongea derrière l'îlot central en marbre, les balles, les éclats de pierre et la vaisselle brisée autour de lui. « Descendez-le » cria Denny Casey depuis l'escalier. « Faites croire à une invasion de domicile. » Ryan tira sur son arme et riposta. Ses balles étaient précises et dévastatrices. Le premier tireur se laissa tomber immédiatement, le sang ruisselant sur le parquet que Ryan avait installé de ses propres mains. Le deuxième homme tenta de. Je l'ai pris à revers, mais j'ai reçu 2 balles en plein centre, son corps s'écrasant sur les photos de famille alignées dans le couloir. Où est-il ? Hurla Casey. Où est-il donc ? Ryan avait déjà bougé, profitant du chaos pour se réfugier dans la salle à manger. Par la porte, il pouvait voir Casey diriger 2 autres hommes tandis que Stacy se recroquevillait derrière le canapé. Sa femme, son ex-femme, regardait son amant orchestrer son meurtre avec un détachement clinique. Le troisième tireur a tourné au coin et s'est jeté dans le piège de Ryan. Une seule balle dans la tête a mis fin à la menace définitivement. Seigneur Dieu! Casey perdait le contrôle. Il nous déchirait. Retourner dans la cuisine. Mais Ryan était déjà en mouvement. Ses années d'entraînement au combat rapprochaient guidant chacun de ses pas. Il est apparu derrière le 4e tireur comme un fantôme. Le pistolet silencieux a toussé 2 fois. L'homme s'est effondré sans un bruit. Dans le silence soudain, Ryan pouvait entendre la respiration paniquée de Casey et les prières murmurées de Stacy. Il est entré dans le salon, son arme pointée sur le canapé où il s'était caché. « Lève-toi » ordonna-t-il. Sa voix portait l'autorité absolue d'un homme qui avait tué pour son pays et qui tuerait encore pour son honneur. Casey se leva le premier, son pistolet tremblant dans ses mains. Stacy suivit, le visage pâle de terreur et imprégné d'une pointe de regret. « Tu étais censé être un homme facile » dit Casey, essayant d'insuffler de l'assurance dans sa voix. « Juste un autre riche homme d'affaires qui s'est trop ressaisi. »« Tu as bien étudié mon entreprise » répondit calmement Ryan. « Mais tu n'as pas étudié la mienne. Je sais exactement qui tu es, Chandler. Force spéciale, grand héros de guerre, tout ça. Mais tu n'es toujours qu'un homme, et j'ai d'autres soldats qui arrivent. » Ryan sourit. Et Casey fit un pas en arrière. « Vincent m'a dit que tu avais été renvoyé pour cause d'indignation pour avoir vendu des armes à des insurgés. Des hommes qui ont utilisé ces armes pour tuer des soldats américains.
Des hommes comme moi. De l'histoire ancienne. Cracha Kazay. Pas pour moi. Le doigt de Ryan se crispa sur la détente. Où est Anna? Stacy parla enfin. Sa voix était à peine un murmure. Elle est en sécurité. Elle ne sait rien pour ce soir. Menteuse. Ryan avait vu les images de surveillance, avait documenté chaque réunion. Elle est impliquée depuis le début. Avant que quiconque puisse réagir, la porte d'entrée a explosé vers l'intérieur et Vincent Davis a fait irruption, à la tête d'une équipe composée des agents de sécurité les plus fidèles de Ryan. Mais quelque chose n'allait pas. L'arme de Vincent était pointée sur Ryan, pas sur les intrus. Pose ton arme, Ryan, dit Vincent, la voix lourde de ce qui ressemblait à un regret sincère. La trahison l'avait frappé plus fort que n'importe quelle balle. Vincent, son frère, son meilleur ami, l'homme qui lui avait sauvé la vie en Afghanistan, faisait partie du complot. La voix de Vince Ryan exprimait l'incrédulité. Je suis désolé, mon frère. Je le suis vraiment. Mais Kazay m'a offert quelque chose que tu n'aurais jamais pu offrir. De l'argent. Vincent secoua la tête. Anna, il va l'épouser. La rendre heureuse. Lui donner la vie qu'elle mérite. Tu l'aurais coupée quand tu as découvert pour sa mère. Je te connais, Ryan. Tu ne pardonnes pas. On n'oublie pas. Mais Anna n'est qu'une enfant dépassée par les événements. Ryan assimila cette nouvelle information avec une précision tactique. Vincent ne le trahissait pas seulement pour l'argent. Il le trahissait par amour. L'homme plus âgé était tombé amoureux de la belle-fille de Ryan et y avait vu une occasion de jouer les héros. Tu te trompes sur un point, Vince, dit Ryan doucement. Qu'est-ce que c'est? Et il n'est plus un enfant. Et elle fit son choix. Le premier coup de feu provenait de Kazay, mais Ryan était déjà en mouvement. Sa balle atteignit la poitrine de Kazay au même instant que celle de Vincent touchant le blindage Mark 7. Le prototype fonctionna parfaitement, dispersant l'impact sur le tissu polymère. Mais l'expression de surprise de Vincent ne dura qu'une seconde avant que ses années d'entraînement ne fassent surface. Il ajusta sa visée vers la tête non protégée de Ryan, serrant la détente. Ryan roula derrière la table basse renversée tandis que les balles fracassaient le bois autour de lui. Il entendait Stacy hurler, Kazay gémir de sa blessure à la poitrine, et Vincent hurler des ordres à son équipe de sécurité. Les propres employés de Ryan se retournèrent alors contre lui. Ils m'ont tendu une embuscade et m'ont tiré dessus avec mon propre pistolet, cria Ryan, sa voix portant l'ironie amère de la trahison. Puis ils me laissèrent tomber dans une ruelle de la ville. J'entendis la voix de ma femme. Tu l'as eu, répondit mon ancien camarade militaire, ouais, trop dans le ventre. C'est un déchet. Maintenant, on s'occupe de sa fille. Ils avaient oublié que je portais mon prototype de gilet pare-balles. Puis ils partirent. Je me levai. Ils ignoraient ce que j'allais leur faire. Mais ce futur était encore à des heures. À cet instant, Ryan était en infériorité numérique et en infériorité numérique chez lui, face aux 3 personnes en qui il avait le plus confiance. La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 4, Protocole fantôme. Ryan actionna l'interrupteur caché sous sa table basse, et la maison fut plongée dans le noir. Le système de blackout était l'une des nombreuses mesures de sécurité qu'il avait installées après son service militaire. De vieilles habitudes pour un homme qui comprenait que les ennemis pouvaient surgir n'importe où, n'importe quand. Dans l'obscurité, Ryan devint ce qu'on lui avait appris à être, un fantôme. La voix de Vincent trancha l'air obscur. Vision nocturne. Maintenant, il connaissait cette maison mieux que nous. Mais Ryan savait quelque chose qu'ils ignoraient. Chaque pièce avait été cartographiée, chaque angle calculé. Au cours de ses années dans les forces spéciales, il avait appris que le plus grand avantage du défenseur n'était pas la puissance de feu, mais la connaissance du terrain. Il se déplaçait silencieusement dans la maison, utilisant les sons pour traquer ses ennemis. Vincent coordonnait son équipe près de l'entrée principale. Stacy s'était réfugiée derrière l'îlot central de la cuisine, sa respiration paniquée trahissant sa position. Kazay était blessé, mais toujours mobile. Ses mouvements laborieux suggéraient qu'il avait trouvé un abri temporaire dans la salle à manger. Ryan atteignit son atelier par le passage du sous-sol, émergeant derrière des établis remplis de prototypes. Il prit des lunettes thermiques, des munitions supplémentaires et un gilet tactique chargé de grenades assourdissantes. Si Vincent voulait jouer les soldats, Ryan lui rappellerait qui était le vrai guerrier.
Son téléphone vibra, un message crypté provenant d'un numéro inconnu. Équipe du périmètre neutralisé. Plus que 3 minutes. Ghost Company. Ryan sourit d'un air sombre. 6 mois plus tôt, il avait engagé Ghost Company comme cabinet de conseil en sécurité, mais leur véritable objectif était de se prémunir contre ce scénario précis. D'anciens membres des forces spéciales spécialisées dans la sécurité d'entreprise et l'espionnage industriel. Des hommes comme lui qui comprenaient que dans le monde moderne, le champ de bataille pouvait être n'importe où. La porte du sous-sol grinça au-dessus de lui. Quelqu'un descendait les escaliers, se déplaçant avec une précision militaire. « Vincent, je sais que tu es en bas, mon frère », cria Vincent. « Discutons-en. Personne d'autre ne doit mourir ce soir. » Ryan se positionna derrière une poutre de soutien. Des lunettes thermiques révélaient la signature thermique de Vincent. Descendant les marches en bois. L'homme autrefois plus proche que sa famille apparaissait maintenant comme une silhouette verte fantomatique dans la vision améliorée de Ryan. « Tu étais censé me faire confiance », continua Vincent, ses armes balayant méthodiquement le sous-sol. « Ça a toujours été ta faiblesse, Ryan. Trop de loyauté, trop de confiance envers les gens. Et trop de pardon, » répondit Ryan depuis l'ombre. « Tu as raison. » Vincent se tourna vers la voix, mais Ryan avait déjà bougé. Une grenade assourdissante roula sur le sol en béton, et Vincent eut juste le temps de reconnaître la menace avant que le monde n'explose en lumière et en bruit. Ryan émergea de sa couverture tandis que Vincent titubait à l'aveuglette, son arme claquant sur le sol. Un seul coup précis dans l'artère coronaire envoya son ancien ami inconscient. Mais il n'y avait pas de temps pour les sentiments. Au-dessus d'eux, la maison avait sombré dans le chaos lorsqu'une compagnie fantôme avait attaqué l'équipe de sécurité de Vincent. Des tirs professionnels résonnèrent dans les pièces où Ryan avait autrefois prévu son anniversaire. Fête et dîner d'anniversaire. Ryan a attaché les mains et les chevilles de Vincent, puis a activé l'ascenseur secret qui menait de son atelier au garage. Le système mécanique qu'il avait installé pour déplacer du matériel lourd lui servait désormais de voie de fuite. Il est sorti du garage et a trouvé Stacy en train de démarrer sa BMW, les mains tremblantes tandis qu'elle dénudait les fils d'allumage. « Tu vas quelque part ?» demanda doucement Ryan. Elle se retourna, le visage empreint de terreur et de désespoir. « Ryan, s'il te plaît. Tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Juste le vol? Juste l'espionnage industriel? Où comptais-tu les aider à me tuer depuis le début? » Des larmes ont coulé sur son visage, mais Ryan n'a rien ressenti. La femme qu'il avait aimée avait disparu. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Denny a dit que ce serait juste une question d'argent. Prendre de l'argent, disparaître, recommencer. Mais Anna s'en est mêlée, Vincent est tombé amoureux d'elle et tout a dégénéré. Où est Anna maintenant? Elle est au hangar 47 du quartier des entrepôts. Denny a des hommes qui la surveillent pour s'assurer qu'elle ne court pas. La voix de Stacy se brisa. Elle est terrifiée. Ryan, elle sait qu'elle a fait une erreur. Par les fenêtres du garage, Ryan pouvait voir les éclairs provenant de la maison tandis que des compagnies fantômes éliminaient systématiquement l'équipe de Vincent. Ce n'étaient pas des agents de sécurité. C'étaient des mercenaires, des hommes qui tuaient pour de l'argent et ne posaient aucune question. Anna a choisi son camp, dit Ryan en ouvrant le coffre de la BMW. Tout comme toi. Elle a 19 ans. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait. Elle en a compris assez pour photographier mes documents classifiés. Elle en a compris assez pour aider à planifier l'espionnage industriel. Elle en a compris assez pour trahir l'homme qui l'a élevé. Ryan sortit un grand sac de sport du coffre, l'ouvrant pour révéler assez de C, explosifs, pour raser un pâté de maison. Son atelier ne servait pas seulement à développer des gilets pare-balles. C'était un laboratoire entièrement équipé pour du matériel militaire. « Que fais-tu » chuchota Stacy. Nous avions besoin d'argent pour disparaître. Denny a promis de prendre soin de nous, mais il avait besoin d'informations privilégiées pour concurrencer ton entreprise. Ce devait être temporaire, juste assez pour s'établir ailleurs. Ryan étudia la fille qu'il avait aimée comme sa propre fille, la voyant clairement pour peut-être la première fois. La manipulation était subtile mais experte, rejetant la faute sur les autres tout en se présentant comme une victime des circonstances. Tu photographies des contrats de défense classifiés, déclara Ryan. Des documents qui pourraient compromettre la sécurité nationale s'ils tombaient entre de mauvaises mains.
Je ne savais pas ce que c'était. Maman m'a juste dit de copier tout ce qui se trouvait dans ton bureau. Tu as rencontré les associés de Kazé 14 fois en 6 mois. Tu leur as fourni les codes de sécurité, les plannings des employés et les plans des installations. Ce n'est pas de l'espionnage accidentel, Anna. C'est une conspiration. Le masque d'Anna a finalement glissé, révélant une intention machiavélique sous ses larmes. Qu'importe. Tu as tué tout le monde de toute façon. Denny est parti. Maman est probablement morte. Et tu as détruit tout ce que nous avons construit. Tout ce que tu as construit était basé sur ma trahison. Et tout ce que tu as construit était basé sur la violence. La voix d'Anna s'éleva. La colère remplaça la peur. Tu crois que j'ignore ton vrai travail? Tu fais des voyages de conseil. Tu n'es pas un homme d'affaires, Ryan. Tu es un tueur qui gagne sa vie en vendant la mort au gouvernement. Ryan sentit un froid glacial se loger dans sa poitrine. La fille qu'il avait élevée l'avait non seulement trahi, mais elle l'avait jugé, condamné pour les compétences mêmes qui lui avaient permis de pourvoir à ses besoins et la protéger. Ces compétences t'ont gardé en sécurité, dit Ryan doucement. Elles t'ont nourri, habillé et financé tes études. Tout ce que tu es, tout ce que tu as accompli, existe parce que j'étais prêt à faire ce que d'autres n'avaient pas pu faire. Et regarde où ça nous a menés. Anna se tenait là, sa peur remplacée par une colère justifiée. Un entrepôt rempli de cadavres et une famille détruite par la vengeance. Cela en valait-il la peine, Ryan? Ton précieux honneur valait-il toute cette mort? Ryan réalisa que l'enfant qu'il avait aimé avait disparu, qu'elle n'avait peut-être jamais existé. À sa place se tenait une jeune femme qui voyait la force comme une brutalité, la loyauté comme une faiblesse et la justice comme une cruauté. Oui, répondit-il simplement. Le visage d'Anna se tordit de dégoût. Tu es un monstre. Oui, répéta Ryan. Je le suis et tu m'as créé. Avant qu'Anna ne puisse répondre, l'éclairage de secours de l'entrepôt se ralluma. Par les fenêtres du bureau, Ryan pouvait voir des agents fantômes de la compagnie circuler dans les locaux, nettoyant systématiquement la zone. Son téléphone vibra, un message crypté. Les forces de l'ordre local sont en route. Arrivée estimée dans 12 minutes. Extraction immédiate recommandée. Ryan regarda Anna une dernière fois, mémorisant son visage. La fille qu'il avait appelée papa pendant 8 ans. L'enfant qu'il avait aimé inconditionnellement. Et maintenant? Anna demanda-t-elle d'une voix faible. Maintenant, tu subis les conséquences de tes choix, répondit Ryan, comme tout le monde. Il se tourna vers la porte, mais la voix d'Anna l'arrêta. Ryan, attends. Il y a autre chose que tu dois savoir. Il marqua une pause, mais ne se retourna pas. Denny n'est pas allé au Canada. Il s'en prend à ta vraie famille. Le sang de Ryan se glaça. Quelle vraie famille? Ton frère, Leonard Davenport. Denny a découvert son existence il y a 3 semaines, celle de sa femme et de ses enfants à Phoenix. Il pense que tu es prête à tout sacrifier pour les protéger. Ryan se retourna vers Anna, le visage marqué par une fureur glaciale. Léonard était son demi-frère issu du second mariage de son père, un homme qui avait choisi une vie tranquille de professeur de lycée. Loin de l'univers violent et de la guerre des entreprises de Ryan. Comment Kazé est-il au courant pour Léonard? Vincent le lui a dit. Il a dit, tu ne laisserais jamais des membres innocents de ta famille être blessés, même si tu devais exclure tout le monde de ta vie. L'expression d'Anna était un mélange de triomphe et de terreur. Denny va les utiliser comme moyen de pression pour récupérer son argent. Tout. Ryan traita cette information avec une précision tactique. Kazé ne courait pas. Il intensifiait les hostilités, prenant des otages. Forcer une négociation. C'était le geste d'un homme désespéré qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. Quand est-il parti? Demanda Ryan, il y a 4 heures. Il a 6 heures d'avance. Ryan calcula les temps de trajet et les créneaux d'arrivée. Kazé pourrait atteindre Phoenix à l'aube s'il traversait directement. La famille de Léonard dormirait, sans défense, inconsciente que la mort fonçait sur eux dans l'obscurité. Alors que Ryan se retournait pour repartir, Anna l'appela une dernière fois. Il est aussi au courant pour l'argent. Ryan se figea. Quel argent? Les comptes en Suisse. Les 15 millions que tu cachais au fisc. Vincent les a trouvés lors de ses perquisitions.
Denny compte tout prendre. Ton argent, ta famille, ta vie. Il va te détruire complètement. Ryan fixa Anna, comprenant l'ampleur réelle du complot. Il n'avait pas seulement prévu de lui voler ses contrats commerciaux. Ils avaient cartographié tout son empire financier, identifié ses points faibles et conçu un plan pour le dépouiller de tout ce qu'il avait bâti. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils menaçaient des innocents. Le téléphone de Ryan vibra de nouveau. « Monsieur, il faut qu'on bouge. »« Dites-moi quelque chose, Anna, » dit Ryan doucement. « Si je vous laisse partir, allez-vous disparaître ? Nouvelle identité, nouvelle vie, loin d'ici. » L'espoir brilla dans ses yeux. « Oui, je vous le jure. Tu ne me reverras plus jamais. » Ryan hocha lentement la tête. « Tant mieux, parce que si jamais je te revois, je te tue. » Il laissa Anna au bureau tandis que les sirènes hurlaient au loin. Préparant déjà sa prochaine action, Casey avait porté la guerre à un niveau supérieur en menaçant la famille de Léonard. Ryan réagirait en conséquence. Chapitre 7. Sam et Phoenix. Le trajet jusqu'à Phoenix prit à Ryan 4h37. Sa BMW modifiée, filant à 190 km/h sur les autoroutes désertes du désert. Il avait quitté Denver au lever du soleil, abandonnant son identité d'entreprise et tout ce qui avait défini son ancienne vie. Désormais, il était quelqu'un d'autre, une arme pointée sur ses ennemis, n'ayant plus rien à perdre. Léonard Davenport vivait dans un quartier résidentiel tranquille où les plus grandes menaces étaient généralement les adolescents armés de paintball et, de temps en temps, le coyote descendant du désert. La maison à 2 étages, avec sa pelouse impeccable et les vélos d'enfants dans l'allée, représentait tout ce que Ryan avait perdu. Sa famille, la paix, la possibilité d'une vie normale. Ryan il s'est garé à 3 pâtés de maison et s'est approché à pied en utilisant les fossés de drainage et les clôtures du jardin pour rester dissimulé. Grâce à ses jumelles tactiques, il pouvait voir que l'équipe de Casey était déjà arrivée. Un SUV noir était garé dans l'allée de Léonard et des silhouettes se déplaçaient derrière les rideaux des fenêtres. Son téléphone a vibré, un appel d'un numéro inconnu. Ryan a répondu sans parler. « Vous avez bien avancé. » La voix de Casey était tendue par le stress, mais portait encore une trace de confiance. « Je pariais sur 5 heures minimum. »« Laissez-les partir, » dit simplement Ryan. « Pas avant qu'on se soit entendu. Tu as détruit ma vie, Chandler. Mon entreprise, ma réputation, mon avenir, tout a disparu parce que tu n'as pas accepté que ta femme préfère un homme meilleur. » « Ce que j'aurais dû faire dès que j'ai découvert ta trahison, » répondit Ryan en armant le détonateur. « Faire le ménage. » L'explosion qui a suivi a pu être entendue à 20 mètres. Chapitre 5. La chasse commence. À 2h17 du matin, le quartier des entrepôts était un labyrinthe d'ombre et de délabrement industriel. Ryan avançait dans les rues vides comme un prédateur. Son équipement tactique se fondait dans l'obscurité. La BMW avait été abandonnée à 3 pâtés de maison, son GPS désactivé et ses plaques d'immatriculation retirées. Le hangar 47 se dressait isolé parmi les installations de stockage d'avions abandonnés, ses murs de tôle ondulés se dressant telle une forteresse sur le ciel de Denver. Les lumières de sécurité projetaient des flaques d'eau crue sur l'asphalte fissuré, mais Ryan pouvait distinguer les interstices, les angles morts où un opérateur expérimenté pouvait se déplacer sans être vu. À ses jumelles, il compta 8 gardes patrouillant le périmètre. D'anciens militaires, d'après leur déplacement et le placement de leur équipement. Casey avait engagé des professionnels pour cette opération. Des hommes qui savaient tenir le terrain face à une force hostile. Mais il ne s'attendait pas à ce que Ryan était devenu. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro crypté. Les scanners thermiques montraient 12 ennemis à l'intérieur. Une femme dans la zone du bureau central. Recommander des patients. Piste fantôme. Ryan répondit, négatif. La société fantôme avait rempli son objectif, éliminant l'équipe de sécurité de Vincent et créant le chaos pour couvrir son évasion de la maison. Mais cette partie de la mission était personnelle. On ne pouvait faire confiance à personne d'autre pour ce qui allait suivre. Le premier garde est mort sans un bruit. Le couteau de combat de Ryan glissant entre ses côtes aussi efficacement que dans les montagnes afghanes. Le deuxième garde est mort 30 secondes plus tard, sa radio s'est tue avant qu'il ne puisse le faire. Ryan s'est approprié leur équipement, leur radio de qualité militaire, leur système de vision nocturne et suffisamment de munitions pour soutenir un engagement prolongé.
Les gardes transportaient du matériel de communication crypté, confirmant ses soupçons selon lesquels l'opération de Casey était plus sophistiquée qu'une simple conspiration d'une entreprise de construction à la base. Ryan a parlé dans la radio volée, imitant parfaitement la voix du garde mort. Copier cela du côté nord, Ryan a souri. Froidement. Boîte à outils, utile pour les opérations d'infiltration. Derrière les lignes ennemies. Ce soir, le quartier des entrepôts était en territoire ennemi. Il a atteint l'entrée latérale du hangar par un ponceau de drainage qui passait sous les fondations de l'installation. La serrure était de qualité militaire, mais les compétences de Ryan en matière de crochetage avaient été perfectionnées lors d'opérations secrètes dans des pays hostiles. Le mécanisme céda à son contact en moins de 2 minutes. À l'intérieur, le hangar était une cathédrale d'ombre et de poutres en acier. Le matériel de maintenance et les pièces d'avion abandonnées ont créé un labyrinthe de couverture et de dissimulation. Mais l'objectif de Ryan était le complexe de bureaux aux parois de verre construit dans le coin le plus éloigné, là où son imagerie thermique avait détecté une signature thermique féminine. Tout mouvement au bureau. Une voix crépita à la radio. Négatif. Les filles sont toujours en sécurité dans la chambre 3. Le patron veut qu'elles restent à l'aise jusqu'au matin. La mâchoire de Ryan se serra. Il détenait Anna comme une prisonnière, ce qui signifiait qu'elle n'était pas une participante volontaire. Du moins, plus maintenant. Peut-être que Stacy avait dit la vérité sur la terreur de sa fille. Mais cela n'a rien changé. Anna avait fait ses choix, et ses choix avaient des conséquences. Ryan s'est déplacé dans le hangar comme un spectre, utilisant les ombres et l'équipement abandonné pour masquer son approche. Les gardes à l'intérieur étaient positionnés pour surveiller les entrées principales et le complexe de bureaux, mais ils ne s'attendaient pas à une attaque venant de leur propre périmètre. Le troisième garde est mort avec le garrot de Ryan autour de la gorge, son corps caché derrière une pile de pneus d'avion. Le quatrième gardien a découvert le corps de son collègue 30 secondes trop tard. Le pistolet réprimé de Ryan a toussé 2 fois et une autre menace a été éliminée. Basé sur les équipes du périmètre, la radio crépitait. Sonnez éteints. Silence. Les équipes du périmètre réagissent immédiatement. Plus de silence. Ryan pouvait entendre du mouvement dans le complexe de bureaux alors que les gardes restants réalisaient que leur périmètre avait été compromis. Des pas résonnaient sur les passerelles métalliques. Les armes se sont mises en mode entièrement automatique et les lumières de secours ont commencé à clignoter dans toute l'installation. Verrouillez le bureau. La voix de Casey résonna dans le hangar. Il est là. Ryan a déclenché les charges qu'il avait placées sur les principaux systèmes électriques du hangar lors de son approche. L'installation a plongé dans l'obscurité car les générateurs de secours ne se sont pas activés. Leur circuit de commande coupé par des éléments placés avec précision explosifs. Dans le soudain silence noir, Ryan est devenu le chasseur pour lequel il avait été formé. Les gardes restants sont morts rapidement et silencieusement. Des soldats professionnels éliminés par quelqu'un qui opérait à un tout autre niveau. Ryan avait passé des années à traquer les cellules terroristes en milieu urbain, et ses ennemis avaient commis l'erreur de le combattre en terrain familier. Une fois le meurtre terminé, Ryan se tenait devant le complexe de bureaux où Anna était détenue. Grâce à ses lunettes de vision nocturne, il pouvait la voir blottie dans un coin, les mains attachées derrière le dos et les larmes coulant sur son visage. Elle ressemblait exactement à la fillette de 11 ans qu'il avait rencontrée pour la première fois il y a 8 ans, effrayée, vulnérable et ayant désespérément besoin de protection. Pendant un instant, la détermination de Ryan faiblit. Puis il se souvint des images de surveillance d'elle photographiant ses documents classifiés, et son cœur se transforma à nouveau en glace. Chapitre 6. Le choix de la fille. Anna Clark était assise dans la prison de fortune qui avait autrefois été un bureau, les poignets à vif à cause des attaches et le visage rempli de larmes. À 19 ans, elle la possédait les traits frappants de sa mère, mais avait hérité de quelque chose de plus dur à ses yeux, d'une intelligence calculatrice que Ryan avait nourrie au cours de ses années de formation. « S'il vous plaît » murmura-t-elle alors que Ryan entrait dans la pièce, son équipement tactique le faisant apparaître plus comme un spectre qu'un homme. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. » Ryan ne dit rien, examinant la pièce méthodiquement. Caméra de sécurité dans 2 coins, porte renforcée avec des serrures de qualité militaire, murs insonorisés conçus pour contenir tout interrogatoire que Casey avait prévu. L'entrepreneur en construction s'était clairement préparé à un travail sérieux. « Où est Casey ?» demanda finalement Ryan, sa voix ne contenait aucune chaleur. « Il est parti il y a 2 heures. »
Lorsque l'explosion a commencé dans la maison, il a paniqué. Il a dit qu'il avait des plans d'urgence. La voix d'Anna tremblait d'épuisement et de peur. Il m'a laissé avec les gardes et a conduit vers le nord. Je pense qu'il se dirige vers la frontière canadienne. Ryan a coupé ses attaches avec un couteau tactique, étudiant sa réaction. Le soulagement a inondé ses traits, suivi rapidement par l'espoir. Pourquoi? Quoi? Pourquoi trahir l'homme qui vous a élevé? Qui vous a appris à conduire? Vous a accompagné lors de votre premier chagrin, a payé vos études universitaires. La voix de Ryan restait neutre, mais quelque chose de mortel se cachait sous la surface. Pourquoi me voler? Pourquoi m'espionner? Pourquoi m'aider à planifier mon meurtre? Le sang-froid d'Anna s'est brisé. Tu ne comprends pas, maman a dit que tu allais nous abandonner une fois que tu aurais découvert les dénis. Elle a dit que tu nous jetterais dehors sans rien. Détruisez nos vies par dépit. Alors, vous avez décidé de détruire la mienne en premier. Votre avenir a disparu au moment où vous avez touché ma famille. Casey a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Votre famille? Vous voulez dire le frère que vous avez vu 2 fois en 10 ans? L'homme dont les enfants ne savent même pas qu'oncle Ryan existe. Ryan n'a rien dit, mais son emprise c'est vrai. J'ai fait mes devoirs cette fois. Leonard Davenport, 38 ans, professeur d'histoire au lycée, marié à Christina Davenport, directrice d'une école primaire. 2 enfants, Robbie, 12 ans, et Mélanie, 9 ans. Des gens normaux qui vivent une vie normale, ignorant complètement que leur parent est un tueur professionnel. Que voulez-vous? 15 millions de dollars transférés sur un compte offshore dans les 2 prochaines heures. Et puis je disparais et ta précieuse normalité, la famille n'apprend jamais la vérité sur ce que vous êtes vraiment. Ryan a commencé à se diriger vers la maison, utilisant les propriétés des voisins de Léonard pour se cacher. Comment puis-je savoir si vous honorez? L'accord? Parce que je ne suis pas comme toi, Chandler. Je n'aime pas tuer. Je veux juste retrouver ma vie. À travers une fenêtre du rez-de-chaussée, Ryan pouvait voir Léonard assis à la table de sa cuisine, les mains attachées derrière le dos et du sang coulant d'une coupure sur son front. 2 hommes armés l'entouraient tandis qu'un 3e montait la garde près de l'escalier menant au 2e étage où Christina et les enfants étaient vraisemblablement détenus. J'ai besoin d'une preuve qu'ils sont vivants, a déclaré Ryan. Attends. Ryan a entendu des pas sur le parquet. Puis la voix de Léonard, tendue mais reconnaissable. Ryan, c'est toi? Ne leur donne rien. Tout va bien. Les enfants ont peur. Mais le bruit d'un impact brutal a coupé les paroles de Léonard, suivi de la voix de Casey, touchant la loyauté familiale. Maintenant, discutons des termes. Ryan atteignit la clôture arrière de la propriété de Léonard, étudiant la situation tactique. 3 hommes en bas, peut-être davantage à l'étage avec les otages. Configuration professionnelle avec champ de tir superposé et plusieurs voies d'évacuation. Casey avait appris de ses erreurs précédentes. J'aurai besoin de temps pour organiser le transfert, dit Ryan au téléphone. La réglementation bancaire internationale l'exige. Vous avez 1 heure, l'interrompit Casey. Après cela, je commence à retirer les doigts des enfants. La ligne est tombée en panne. Ryan a franchi la clôture et a atterri silencieusement dans le jardin de Léonard, son équipement tactique se fondant dans les ombres d'avant l'aube. La maison présentait plusieurs vulnérabilités. Des portes coulissantes en verre menant à la salle familiale, des fenêtres du sous-sol permettant d'accéder au niveau inférieur et un puits de lumière au-dessus de l'escalier principal pouvant servir de point d'entrée. Mais toute approche nécessiterait de neutraliser plusieurs ennemis tout en protégeant les civils innocents. La marge d'erreur était nulle. Le téléphone de Ryan a sonné avec un SMS de Ghost Company. Phoenix PD a une unité tactique en attente. Recommandez une coordination avec les forces de l'ordre local. Ryan a répondu. Négatif. Cela reste privé. Il s'est déplacé vers la fenêtre du sous-sol et a utilisé un coupe-vert pour créer un point d'entrée silencieux. Le sous-sol était encombré de décorations de Noël et de jouets pour enfants, rappel de la vie normale que sa famille avait bâtie pendant qu'il bâtissait son empire de la mort. À l'étage, il pouvait entendre des voix et des pas tandis que les hommes de Casey maintenaient leur position. Les lames du parquet craquaient selon un schéma familier suggérant que 2 gardes se déplaçaient entre la cuisine et le salon tandis qu'un 3e restait immobile près de l'escalier. Ryan monta les escaliers du sous-sol dans un silence pratiqué, émergeant au rez-de-chaussée par une porte qui menait à la buanderie. De là,
il pouvait voir dans la cuisine où Léonard était assis, ensanglanté mais vivant. Le premier garde est mort avant de réaliser que Ryan était dans la maison. Un coup de feu étouffé à l'arrière de la tête a éliminé la menace instantanément et silencieusement. Le deuxième garde s'est retourné au bruit du corps de son partenaire heurtant le sol, mais s'est dirigé directement vers le groin de Ryan. 15 secondes de lutte que de calme. Le troisième garde était plus intelligent ou plus chanceux. Il a repéré l'approche de Ryan et a ouvert le feu avec une arme automatique. Des balles rongeaient les cloisons sèches et les photographies de famille alors que Léonard plongeait pour se cacher derrière l'îlot de cuisine. « Contact !» a crié le gardien dans sa radio. « Il est dans la maison. » Répétez. « Hostile dans la maison. » La voix de Casey crépitait à la radio. « Tuez le frère maintenant. » Ryan est sorti de sa couverture alors que les gardes brandissaient son arme vers Léonard. 2 tirs précis ont mis fin à la menace, mais le mal était fait. À l'étage, Ryan pouvait entendre des cris et le bruit des portes qui claquaient alors que les hommes restants de Casey réagissaient à l'assaut. « Christina, les enfants !» a crié Léonard alors que Ryan coupait ses attaches. « Où sont-ils » a demandé Ryan. « Chambre principale, bout du couloir. » 3 hommes avec Casey. Ils ont des fusils d'assaut. Ryan a remis à Léonard un pistolet de l'un des gardes morts. « Reste ici. N'importe qui, autre que moi, franchit cette porte. Tuez-les. » Léonard fixait l'arme avec l'expression d'un homme qui n'avait jamais tenu une arme à feu de sa vie. « Ryan, je ne peux pas. »« Vous pouvez » dit fermement Ryan. Ryan a monté les escaliers comme un fantôme, son entraînement tactique guidant chaque pas. En haut, il pouvait entendre la voix de Casey à travers la porte de la chambre principale. Calme mais stressé, parlant dans son téléphone tout en essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui se détériorait rapidement. Le colis est compromis. Initiez immédiatement le protocole d'extraction. Ryan s'est approché de la porte de la chambre, étudiant sa construction et les angles de tir qu'elle fournirait. Au lieu de cela, il s'est déplacé vers la salle de bain qui partageait un mur avec la chambre principale. Quelques coupures rapides avec son couteau tactique ont créé un trou suffisamment grand pour observer la situation à l'intérieur. Casey se tenait près de la fenêtre. 2 gardes flanquaient le lit où Christina et les enfants étaient blottis l'un contre l'autre, le visage pâle de terreur, mais ne montrant aucun signe de blessure physique. La scène était si douloureusement normale, une famille essayant de se protéger, que Ryan sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. Ces personnes représentaient tout ce qu'il avait détruit dans sa propre vie à travers ses choix, sa violence, son incapacité à pardonner ou à oublier. Casey a parlé de son protocole de nettoyage radio. Aucun témoin. L'esprit tactique de Ryan a traité les implications instantanément. Casey n'avait pas l'intention de s'échapper avec les otages. Il avait l'intention d'éliminer tout le monde et de disparaître. La négociation avait été une tactique de blocage pendant qu'il organisait leur mort. Ryan a déclenché une grenade flash à travers le mur de la salle de bain, puis a enfoncé la porte de la chambre alors que l'explosion désorientait tout le monde à l'intérieur. Dans le chaos qui a suivi, la mémoire musculaire et 15 années d'expérience au combat ont guidé ses actions. Le premier garde est mort avec le couteau de Ryan entre les côtes. Le deuxième garde a réussi à lever son arme avant que le coup de feu de Ryan ne mette définitivement fin à sa menace. Casey, partiellement aveuglé par le flashbang, a tiré sauvagement en direction de Ryan tout en reculant vers la fenêtre. Ces balles ont brisé du verre et brisé la tête de lit en bois où la famille se recroquevillait. Ryan fit une pause, étudiant le visage de son frère. Certains de mes travaux n'étaient pas conventionnels, mais je n'ai jamais vendu d'armes à des ennemis ni trahi mon pays. Les premiers véhicules avaient atteint le périmètre du ranch, déversant des équipes tactiques qui se déplaçaient avec une précision professionnelle. Ryan pouvait voir les logos du FBI sur leur équipement, mais quelque chose n'allait pas dans leur positionnement et leur approche. Ce ne sont pas des agents fédéraux, réalisa Ryan. Prenez votre famille et courez. Et vous ? Je vais leur donner ce qu'ils sont venus. Ryan a regardé par la fenêtre alors que la fausse équipe fédérale encerclait la maison. Leur équipement était trop neuf, leur véhicule trop propre et leur coordination trop parfaite pour un véritable raid du FBI. Irwin avait envoyé des mercenaires déguisés en force de l'ordre qui élimineraient Ryan et sa famille, puis disparaîtraient dans l'ombre de l'entreprise. Porte, le visage pâle mais déterminé. Vas-tu les combattre ? Ryan s'agenouilla au niveau des yeux du garçon. Parfois, de bonnes personnes doivent faire de mauvaises choses pour protéger les personnes qu'elles aiment. Comme dans les films.
Non, dit doucement Ryan. Pas comme dans les films. Dans les films, les gentils gagnent toujours et aucun innocent n'est blessé. Dans la vraie vie, des gens meurent et des familles sont détruites, et parfois il n'y a plus de bon choix. Léonard apparut derrière son fils, le visage sombre de compréhension. Ryan Chandler, this is the FBI. You're surrounded. Come out with your invisible and surrounded peacefully. Ryan smiled coldly and shaked his weapon one final time. Time to remind the world what a Delta Force operator could do when he had nothing left to lose. Chapter 9. The Reckoning. The fake federal agent made their first mistake by treating Ryan like a corny criminal instead of a trained killer. They positioned their vehicles too close together, creating overlapping fields of fire that would work against them in a sustained engagement. They relied too heavily on terre supérieure en nombre et supposaient que leur proie se rendrait face à une force écrasante. Ryan Chandler n'était pas du genre à se rendre. La maison du ranch a plongé dans un chaos contrôlé lorsque Ryan a déclenché les charges explosives qu'il avait placées dans toute la structure lors de son arrivée. Les fenêtres se sont brisées, les murs se sont effondrés et la principale poutre de support qui soutenait le deuxième étage s'est effondrée. Tout est conçu pour créer un maximum de confusion tout en offrant de nouvelles positions de couverture. Dans la poussière et les débris, Ryan est devenu ce que l'armée avait dépensé des millions de dollars pour l'entraîner, un multiplicateur de force. Le premier agent fédéral est mort lorsque le fusil de sniper de Ryan a parlé depuis la fenêtre du deuxième étage. Un coup de tête parfait qui a fait tomber le chef d'équipe avant qu'il n'ait pu coordonner ses forces. Le deuxième agent est décédé 30 secondes plus tard. La balle de Ryan l'a trouvé à travers l'espace entre son véhicule et la porte d'entrée du ranch. Tireur d'élite. Tireur d'élite dans la maison. Des voix criaient à travers l'enceinte alors que les mercenaires restants plongeaient pour se mettre à l'abri. Mais Ryan était déjà en mouvement, utilisant l'intérieur détruit de la maison pour se repositionner et créer de nouveaux angles de tir. La compagnie fantôme assurerait la sécurité de la famille pendant que Ryan terminait ce qui Rouen avait commencé. Les troisième et quatrième mercenaires sont morts lorsque Ryan est sorti du sous-sol de la maison, flanquant leur position alors qu'ils se concentraient sur les fenêtres du dessus. Son fusil d'assaut étouffé à tous ces 4 fois et 2 autres menaces ont été éliminées. C'est le haut-parleur annoncé depuis le périmètre. Ryan s'est arrêté, étudiant les nouveaux arrivants à travers sa lunette tactique cette fois. Modèle d'approche des forces de l'ordre légitime répondant au rapport de coup de feu. La situation était devenue infiniment plus complexe. Ryan pouvait éliminer les mercenaires d'Iroin, mais il ne pouvait pas tirer sur de véritables policiers. Cette ligne était celle qu'il ne franchirait jamais. Son téléphone sonna. Le numéro d'Iroin. Affichage impressionnant, Monsieur Chandler. Mais maintenant vous avez un nouveau problème. Des agences fédérales légitimes sont en route, aux côtés des forces de l'ordre local. Dans environ 15 minutes, ce ranch sera envahi par de vrais agents du FBI qui ont de véritables mandats d'arrêt contre vous. Laissez-moi deviner, vous leur avez fourni des informations sur mes activités. Informations soigneusement organisées. Oui. Suffisamment pour établir la cause probable des accusations de trafic d'armes et de complot. Rien qui tiendrait réellement devant un tribunal, mais suffisant pour justifier votre arrestation immédiate. Ryan a compté les mercenaires restants, 6 hommes au total, désormais coincés derrière leur véhicule alors que la véritable police établissait un périmètre autour de la propriété. Que veux-tu, Iroin? Je veux que vous vous rendiez aux forces de l'ordre légitime. Laissons le système gérer ce gâchis pendant que je retire discrètement Blackwood Industries de toute connexion avec Denny. Le complot amateur de Casey. Et puis vous passez les 2 années suivantes à combattre des accusations fédérales qui seront finalement rejetées faute de preuves. Vos frais juridiques mettront Sterling Defense Technologies en faillite. Vos habilitations de sécurité seront définitivement révoquées et votre réputation sera détruite de manière irréparable. C'est fini, Casey. Dit Ryan en avançant avec son arme pointée sur l'entrepreneur en construction. Non, Alta Casey, du sang coulant de ses oreilles à cause de l'explosion. Cela ne fait que commencer. Il a levé son pistolet vers la famille, non pas pour s'échapper, mais pour s'assurer que la victoire de Ryan coûterait le prix le plus élevé possible. Le tir de Ryan était parfait. Masse centrale instantanément fatale. Casey s'est effondré près de la fenêtre, son arme fracassant le parquet. Dans le silence soudain, Ryan pouvait entendre les sanglots silencieux de Christina et les craintes murmurées par les enfants. Les pas de Léonard résonnaient dans les escaliers alors qu'il se précipitait pour retrouver sa famille. Mais pour Ryan,
la guerre n'était pas encore terminée. Son téléphone sonna avec un message d'Anna Clark. Denny avait des partenaires. Ils savent ce que tu as fait ce soir. Vous n'êtes pas en sécurité. Personne à qui vous tenez n'est en sécurité. Ryan regarda le message, réalisant que la mort de Casey avait simplement aggravé le conflit à un nouveau niveau. La conspiration allait bien plus loin qu'un entrepreneur en construction désespéré et ses secrets industriels volés. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Chapitre 8. Le marionnettiste. La planque était un ranch fortifié situé à 65 km de Phoenix, appartenant à une société écran qui n'existait dans aucun registre public. La famille de Léonard s'est blottie dans le salon pendant que Ryan coordonnait leur protection via des communications cryptées avec une société fantôme. Je ne comprends rien à tout cela, murmura Christina en serrant ses enfants contre elle tandis que Léonard arpentait la pièce comme un animal en cage. Pourquoi quelqu'un voudrait-il nous faire du mal? Nous ne sommes personne de spécial. Ryan a étudié la famille de son frère. Des gens innocents dont le seul crime avait été de partager son sang. Robbie, le jeune de 12 ans, regardait Ryan avec un mélange de peur et de fascination. Clairement conscient que son oncle était bien plus dangereux qu'un homme d'affaires. Parce que j'ai fait et ils vous ont utilisé pour m'atteindre. Quel genre d'ennemi? Demanda Léonard. Que faites-vous exactement dans la vie, Ryan? Et ne me racontez pas plus d'histoires sur les contrats de défense et le conseil aux entreprises. Un homme dont l'entreprise détenait des milliards en contrats gouvernementaux et dont les relations politiques atteignaient les plus hauts niveaux du Pentagone. Plus important encore, Sterling Defense Technologies était en concurrence directe avec Blackwood Industries pour le plus gros contrat militaire depuis des décennies, une commande de 2 milliards de dollars pour des systèmes de gilets pare-balles de nouvelle génération. Léonard, j'ai besoin que tu écoutes attentivement, a déclaré Ryan, son esprit tactique calculant déjà les implications. Restez 2 semaines. N'utilisez pas de carte de crédit. N'accédez pas à vos comptes bancaires. Ne contactez personne de votre vie normale. Tu me fais peur, Ryan. Bien. La peur vous gardera en vie. Le téléphone de Ryan sonna. Un numéro inconnu, mais il a répondu immédiatement. Monsieur Chandler, la voix était cultivée, âgée, avec la confiance du pouvoir absolu. Je m'appelle Willary Roy. Je crois que nous devons discuter des événements récents. Owen, dit doucement Ryan. Les yeux de Léonard s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut le nom. Même les civils connaissaient Blackwood Industries et l'influence de leur PDG à Washington. J'appelle pour vous exprimer mes condoléances concernant vos récentes pertes. Le divorce peut être très traumatisant, surtout lorsqu'il implique de l'espionnage industriel et du sabotage d'entreprise. Que veux-tu? Paix, monsieur Chandler. Mettre fin à ce malheureux conflit avant qu'il ne nuise davantage à nos deux intérêts. Ryan se dirigea vers la fenêtre, étudiant le paysage désertique à la recherche de signes de surveillance ou de menaces imminentes. Vous avez financé l'opération de Casey. Monsieur Casey m'a approché avec des preuves des activités illégales de votre entreprise, de l'évasion fiscale, de la violation des réglementations de contrôle des exportations et du développement d'armes non autorisées. J'ai simplement fourni des ressources pour une enquête légitime. Vous avez essayé de me faire tuer. Le rire d'Irouin était comme des feuilles sèches. Mon cher garçon, si je voulais ta mort, tu serais mort. Ce qui s'est passé à Denver, c'est le drame amateur de Denny Casey. L'homme manquait de subtilité. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous retiriez Sterling Defense Technologies de la compétition pour le contrat de gilet pare-balles M7. Signalez publiquement les problèmes familiaux, prenez une pause, disparaissez pendant 1 an ou 2. En échange, je veillerai à ce que la famille de votre frère mène une vie normale et tranquille. Ryan sentit le froid familier s'installer dans sa poitrine. Vous les menacez. Je les protège de vous, monsieur Chandler. Vos ennemis ne sont pas seulement mes associés. Ce sont des agences fédérales qui enquêtent sur vos activités depuis des mois. Les mêmes agences qui connaissent vos comptes suisses, vos conseils militaires off-book et vos programmes de développement d'armes très illégaux. Par la fenêtre, Ryan a repéré des nuages de poussière à l'horizon, des véhicules approchant rapidement sur un terrain désertique. Plusieurs véhicules se déplaçant en formation militaire. Vous voyez, pendant que vous jouiez à des jeux de guerre avec Denny Casey, j'ai eu des conversations productives avec le FBI, la DEA et plusieurs autres acronymes que vous reconnaîtrez. Ils sont très intéressés par les pratiques commerciales de Sterling Defense Technologies. Les véhicules étaient plus proches maintenant.
Des SUV noirs avec des plaques gouvernementales. Ryan a compté au moins 6 véhicules, probablement 12 agents ou plus. Le choix est simple, a poursuivi Irouin. Rendez-vous pacifiquement, faites face à des poursuites fédérales pour vos crimes et regardez la famille de votre frère vivre une vie normale, ou résistez et regardez-la devenir des dommages collatéraux dans une opération fédérale de retrait. Ryan a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Léonard. Amenez votre famille à l'arrière de la maison. Maintenant, que se passe-t-il? Des agents fédéraux? Probablement le FBI. Ryan se dirigeait déjà vers son sac d'équipement, récupérant un gilet pare-balles et des armes supplémentaires. Il pense que je suis une sorte de trafiquant d'armes terroriste. L'êtes-vous? La voix de Léonard était calme mais ferme. Ryan a traité la stratégie avec une admiration réticente. Irouin n'essayait pas de le tuer. Il essayait de le neutraliser par le biais du système judiciaire tout en maintenant un déni plausible sur l'ensemble de l'opération. Pendant ce temps, Irouin a poursuivi, Blackwood Industries obtient le contrat M7 par défaut, après avoir éliminé son principal concurrent par des voies légales légitimes. Sauf un problème, dit doucement Ryan. Qu'est-ce que c'est? Tu as rendu ça personnel quand tu as menacé ma famille. Ryan a mis fin à l'appel et a déclenché le système explosif secondaire du ranch. Charge placée dans les véhicules des mercenaires lors de sa reconnaissance initiale. 4 SUV noirs ont pris feu, éliminant les actifs restants d'Irouin et créant suffisamment de chaos pour masquer sa fuite. Mais Ryan ne courait pas utilisant l'explosion comme couverture, il s'est dirigé vers le périmètre de police, les mains visibles et ses armes dans son étui. Les officiers arrivés étaient légitimes. Ils pouvaient voir leur numéro de badge, leur équipement approprié et le professionnalisme attentif qui caractérisait les véritables forces de l'ordre. Je m'appelle Ryan Chandler, appelait-il en laissant tomber son gilet tactique et en levant les mains. Je suis le propriétaire. Les hommes qui ont attaqué mon ranch étaient des imposteurs portant des tenues fédérales. L'officier principal, un sergent grisonnant possédant 20 ans d'expérience, a étudié attentivement l'approche de Ryan. Monsieur, nous allons avoir besoin que vous vous allongiez face contre terre pendant que nous résolvons cela. Compris, sergent. Mais d'abord, sachez que les vrais agents fédéraux que vous attendez ne viennent pas m'arrêter. Ils viennent me débriefer. Monsieur, le téléphone de Ryan a sonné avec un appel entrant. Il fit un geste vers l'appareil. Ce sera l'agent spécial du FBI, Dick Webb. Il dirige un groupe de travail conjoint enquêtant sur Blackwood Industries pour fraude relative au contrat de défense. Je travaille avec eux depuis 6 mois. La radio du sergent crépita. Toutes les unités, retirez-vous. Les actifs fédéraux sont en route pour être récupérés par des suspects. Maintenez le périmètre, mais ne vous approchez pas. Ryan sourit alors que la compréhension apparut sur le visage du sergent. Vous n'êtes pas le suspect, n'est-ce pas? Non, sergent. Je suis l'appât. 30 minutes plus tard, Ryan était assis dans un véhicule de commandement du FBI pendant que l'agent spécial Webb examinait les preuves qui détruiraient l'empire de Willard Irouin. Enregistrements audio des aveux de Casey. Dossier financier liant Blackwood Industries au complot et séquences vidéo de mercenaires se faisant passer pour des agents fédéraux. Assez de preuves criminelles pour démanteler l'un des plus grands entrepreneurs de défense du pays. Depuis combien de temps planifies-tu ça? Demanda Webb, son ton empreint de respect professionnel pour une opération bien exécutée. Depuis le moment où Vincent Davis m'a trahi, a répondu Ryan. Je savais que le complot était trop sophistiqué pour un petit entrepreneur en construction. Quelqu'un avec de sérieuses ressources tirait les ficelles, alors vous lui avez laissé croire qu'il vous poursuivait pendant que vous rassembliez des preuves. Je les laisse se révéler. L'erreur d'Irouin a été de supposer que je réagirais émotionnellement plutôt que tactiquement. Webb ferma son dossier et étudia attentivement Ryan. Que se passe-t-il maintenant? Votre femme est morte. Votre belle-fille a disparu. Et votre entreprise a été détruite par l'enquête. Ryan contemplait le paysage désertique où la famille de son frère avait autrefois été confrontée à un danger mortel à cause de ses choix, de ses ennemis, de son passé. Maintenant, je disparais. Nouvelle identité, nouvelle vie. Quelque part loin de tout cela. Des regrets? Ryan considéra la question avec la même précision tactique qu'il avait appliquée à tout le reste. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de croire que la loyauté était une voie à double sens. Je regrette de ne pas avoir vu la trahison arriver plus tôt. Mais on ne regrette pas les violences, les morts.
Non, dit doucement Ryan. Ils ont fait leur choix. Ils en ont accepté les conséquences. 6 mois plus tard, un homme nommé Cameron Mercer a ouvert une petite société de conseil en sécurité dans une ville tranquille du Montana, au service des entreprises locales et des éleveurs qui avaient besoin de services de protection discrets. Il vivait seul dans une cabane surplombant les montagnes, entretenait un contact minimal avec le monde extérieur et ne parlait jamais de son passé. Leonard Davenport a reçu un soutien financier anonyme pour les études universitaires de ses enfants, sans toutefois en connaître la source. Christina Davenport s'est parfois interrogée sur son mystérieux beau-frère, disparu après leur avoir sauvé la vie, mais elle n'a jamais enquêté plus avant. Anna Clark a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel canadienne 3 semaines après les événements de Phoenix. Suicide apparent, bien que l'enquête ait été préliminaire, elle n'a laissé aucune note, mais son ordinateur portable contenait des aveux détaillés sur son rôle dans le complot contre Ryan Chandler. Willard Irwin est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il était en détention fédérale, en attendant son procès pour complot, meurtre et fraude au contrat de défense. Blackwood Industries a été liquidé et ses actifs répartis entre ses concurrents, dont une nouvelle société appelée Mercer Défense Solutions. Vincent Davis a survécu à ses blessures et a disparu dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins. Bien qu'il n'ait jamais témoigné de son rôle dans le complot. Parfois, il se réveillait en criant après avoir rêvé d'un homme qu'il avait autrefois appelé son frère, un homme qui ne pardonnait jamais et n'oubliait jamais. Et dans une petite ville du Montana, Cameron Mercer s'asseyait chaque soir sur le porche de sa cabane, regardant le soleil se coucher sur des montagnes qui ne gardaient aucun souvenir de trahison ou de vengeance. Il a bâti une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne, fondée sur un principe simple qui l'avait guidé en temps de guerre et de paix, ne faites confiance à personne. Ne pardonnez à personne qui vous trahit. Et ne laissez jamais vos ennemis vous surprendre. La guerre était finie. Ryan Chandler avait gagné. C'est là que notre histoire se termine.